Aujourd'hui, je vais parler des poids libres contre les machines. C'est un débat qui revient souvent. Qu'est-ce qui est mieux, les poids libres ou les machines? Même à l'époque, Arnold et Mike Metzer étaient constamment en désaccord sur ce sujet. Arnold était pour les poids libres, Mike Metzer pour les machines, pas nous. Quand j'étais jeune, je préférais les poids libres, que des poids libres, à 100%. Mais en vieillissant et avec de l'expérience, j'ai commencé à pencher davantage vers les machines. Ce que je vais faire, c'est discuter des avantages et des inconvénients des deux. Parce qu'il y a des bénéfices des deux côtés, mais aussi des inconvénients. On peut utiliser les deux et les combiner pour obtenir le meilleur résultat. Je ne pense pas qu'il y ait une seule bonne méthode. La meilleure approche, c'est d'incorporer les deux et de trouver ce qui convient le mieux à votre physique et à votre style d'entraînement. J'aimerais prendre l'exemple du rowing halter contre le rowing machine qui cible le même muscle. C'est exactement le même exercice, mais avec les haltères, on a la liberté de mouvement. On peut ajuster le geste pour obtenir cet étirement parfait, ce squeeze précis. Avec les machines, cette liberté n'existe pas. On est bloqué dans une trajectoire fixe. On ne peut pas ajuster pour trouver cette sensation parfaite. Donc, à mon avis, dans ce cas précis, les haltères sont le meilleur choix. Mais avec les machines, je peux souvent obtenir une meilleure contraction, un squeeze fort, car j'ai plus de contrôle. J'ai pas à me soucier de l'équilibre ou de maintenir mon corps dans une certaine position. Tout est fixe. Donc je peux juste me concentrer sur la contraction. Donc voilà, les deux ont leurs avantages et leurs limites. Un autre exercice dont j'aimerais parler, c'est les écartés à la poulie, contre les écartés avec haltères. Les écartés avec haltères, c'était l'exercice de base à l'époque. À l'époque, on ne se servait même pas des câbles. Je pense que les écartés avec haltères sont meilleurs pour la masse. Ils permettent de développer plus de volume musculaire et sollicitent aussi différents muscles stabilisateurs, car tu dois équilibrer le poids toi-même. Mais le seul problème, c'est qu'en haut du mouvement, il n'y a plus de résistance. Tu dois contracter le muscle par toi-même, parce que le poids ne tire plus en arrière, il tire vers le bas, vers la poitrine. Donc en haut du mouvement, soit tu ne fais que des écartés à 3/4, soit tu montes et tu contractes volontairement. Mais tu n'obtiendras pas la même contraction ni le même squeeze avec les poulies, car les poulies, il y a une résistance constante. Ici, ici et ici. Peu importe la position, la tension est continue. C'est pour ça que je donne l'avantage aux écartés à la poulie. Je ressens une meilleure contraction, un meilleur étirement, et je peux vraiment isoler le muscle et obtenir un bon pump. Le troisième exercice dont je veux parler, c'est les curls haltères contre les curls à la machine. Avec les curls haltères, c'est un peu le même principe. Selon comment tu exécutes le mouvement, tu peux perdre la tension à haut. Si tu montes trop les coudes, le poids ne tire plus contre toi. Il part dans une autre direction, ce qui relâche la tension sur les biceps. Mais si tu gardes bien le coude vers le bas, tu as une tension constante sur le biceps
pendant tout le mouvement. Donc, en fonction de ta forme d'exécution, tu peux garder cette tension continue. Si tu fais l'exercice correctement, le curl haltère est excellent. Autre avantage, avec les haltères, tu peux supiner le poignet, c'est-à-dire tourner le poignet vers l'extérieur en montant. Ce mouvement accentue la contraction profonde du biceps, chose impossible avec les machines. Donc pour moi, les curls haltères sont clairement supérieurs aux curls à la machine. Arnold l'a dit dans Pumping Iron, il a expliqué la supination. Et pourquoi il préférait les curls avec haltères. Et je dois dire qu'il avait raison. Encore aujourd'hui, ça reste vrai. Les haltères sont supérieurs si l'exécution est correcte. Et c'est bien là tout le problème. Très peu de gens ont une bonne exécution de nos jours. Et c'est pourtant le plus important. Tout repose sur faire travailler le muscle, pas sur combien tu soulèves. Un haltère de 10 kg peut sembler aussi lourd qu'un haltère de 35 kg. Si tu le rends difficile, il faut le rendre difficile. Tu dois aller lentement, tu dois contracter, tourner le poignet, squeezer à fond. Si tu balances un haltère de 35 kg n'importe comment, tu ressens aucune contraction, aucun squeeze. Oui, tu impressionnes peut-être les gens autour de toi, mais tu ne développes pas ton muscle à son plein potentiel. Donc pour moi, faire les choses correctement, c'est le plus important. Pour ce qui est des poids libres contre les machines, je sais que beaucoup de gens dans les salles font de l'ego lift. Ils foncent directement sur le développé couché parce que c'est une question d'ego. Combien tu benches? Et très peu iront faire du développé sur machine. Mais à la fin, ce qui compte vraiment, c'est le physique que tu obtiens. C'est pour ça qu'on est là, pas pour impressionner les autres. Voilà, c'est mon avis. Et j'espère que ça va vous aider. Génétique contre dopage dans le sport du bodybuilding. En fait, parlons-en dans le sport en général. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui joue le rôle principal? La génétique de l'athlète ou la quantité de produits qu'il prend? Pour moi, c'est évident. La génétique est de loin supérieure à n'importe quel produit dopant que tu pourrais prendre. Prenons l'exemple des joueurs de basket. Si tu fais 1m60 au lycée, quelles sont tes chances de devenir joueur professionnel? Tu peux prendre tous les produits dopants du monde, et je déteste le dire, mais tu deviendras probablement jamais joueur pro. Maintenant, si tu es génétiquement avantagé, que tu fais 2m25, que tu es fin, athlétique, et tu sautes haut, eh bien devine quoi? Tu as beaucoup plus de chances de devenir joueur pro. Eh bien, c'est pareil dans le bodybuilding. Pourquoi ça serait différent? Certaines naissent avec une meilleure génétique, l'esthétique du corps, la forme des muscles, leur rondeur, leur densité, la facilité à construire du muscle. C'est bien supérieur chez certains que chez d'autres. Si tu fais partie de ces personnes bénies avec une génétique incroyable, tu peux aller très loin dans le bodybuilding. Mais si tu fais partie de ceux à qui on a refilé une mauvaise main, niveau génétique, peu importe les produits que tu prendras, tu ne deviendras jamais bodybuilder professionnel. Encore moins Mister Olympia. Beaucoup de gens surestiment le rôle du dopage, alors que c'est la génétique qui est l'élément le plus important dans le bodybuilding. Beaucoup ne comprennent pas vraiment ce qu'est le bodybuilding. Ce n'est pas juste une question de masse. Il y a des mecs qui font 160 kilos, mais ces gars-là ne gagneront jamais une compète de bodybuilding, même si leur vie en dépendait. Et à l'inverse, t'as des gars de 80 kilos qui ont un physique incroyable, parce que c'est une question de structure corporelle. C'est une illusion visuelle, des articulations fines, des muscles pleins et ronds, et tu peux pas changer ta génétique. Par exemple, si t'as des mollets hauts, tu n'auras jamais de mollets longs et pleins, peu importe les produits que tu prends, peu importe ton entraînement. Tu n'auras jamais de gros mollets. C'est comme ça, il n'y a rien que tu puisses faire. Par contre, si tu es génétiquement doté de longs et de gros mollets, tu auras des mollets incroyables. Il suffira juste de les entraîner.
Ce que j'essaie de te dire ici, c'est que le dopage ne joue pas un rôle aussi déterminant, ce que les gens aiment croire. Souvent, ceux qui ont une mauvaise génétique s'en servent comme excuse. Ce gars est comme ça à cause des produits. Non, il est né avec une génétique supérieure et il bosse dur. Et justement, le travail, c'est autre aspect. Si tu as une super génétique, mais que tu ne travailles pas, tu n'iras pas très loin non plus. Il faut les deux. Mais je répète, la génétique est très importante. Si tu l'as pas à la base, il est rare que tu atteignes un niveau type Olympia. Tu peux quand même réussir, tu peux faire ton chemin et devenir la meilleure version de toi-même. Je dis pas ça pour décourager les gens ou leur dire d'abandonner leurs rêves. Je veux juste dire une chose claire. Si tu n'as pas la génétique, les produits ne changeront rien à ça. Pour moi, c'est simple. Tu prends n'importe quel sport, comme le football américain par exemple, tu vois si un gars court 35 mètres en 4 secondes. Il a une génétique de fou furieux. C'est clair et net. Maintenant, un autre gars court en 5 secondes. Je m'en fiche des produits que tu lui donnes, il ne courra jamais en 4 secondes. Jamais, jamais, jamais. Il n'a tout simplement pas reçu ce don, et rien ne changera à ça. Tu vois des gars comme Bo Jackson par exemple, ce mec disait directement à l'entraîneur « J'ai pas besoin de venir à l'entraînement, pourquoi devrais-je m'entraîner à courir? Je suis déjà le mec le plus rapide du football américain, je n'ai pas besoin de pratiquer, je suis meilleur que tous les autres. » Et quelque part, il n'a pas tort. Pourquoi il devrait s'entraîner à courir, alors que personne ne peut le rattraper? Donc voilà, la génétique est super importante, et je veux vraiment remettre les pendules à l'heure. Arrêtez de croire que ce gars est trop fort parce qu'il prend des produits. Regardez l'ensemble du tableau et comprenez que la génétique compte énormément, tout comme le travail acharné. Plus tu t'investis, plus tu obtiens des résultats. Et la génétique seule ne suffira pas, il va falloir travailler. Les deux ensemble, c'est ça qui fait un vrai champion. Bref, j'espère que c'était clair. Aujourd'hui, on va parler du surentraînement. Et selon moi, le mot surentraînement, c'est un mot pour les faibles. Quand je dis ça, parlons un peu d'Arnold. Arnold s'entraînait 3 heures par jour, 2 fois par jour, 6 jours par semaine. Est-ce qu'il y a un seul bodybuilder professionnel aujourd'hui qui s'entraîne aussi dur? La réponse est non. Pourquoi? On a des meilleurs compléments alimentaires de nos jours. Peut-être qu'on n'a plus besoin de s'entraîner aussi dur. Je sais pas, donnez-moi la raison. Moi, je crois que le travail acharné, c'est ce qui paye dans tout ce que tu fais dans la vie. Et quand tu vois quelqu'un me dire « Ok, t'as assez fait aujourd'hui, t'as trop donné, rentre chez toi », ça n'a aucun putain de sens pour moi. Aucun sens du tout. Évidemment, certains vont vouloir débattre ce point de vue, mais en général, ce sont des gens faibles qui cherchent juste une excuse. Pour moi, partir de la salle après 45 minutes ou 1 heure, et se sentir bien dans leur peau. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait 1 heure, plus que ça aurait été trop. Et ils en sont fiers. Mais devine quoi, c'est pas suffisant. Tout dépend jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu veux pousser les choses, et ça dépend surtout de combien de travail tu veux mettre dedans. Arnold faisait 6 heures d'entraînement par jour. Moi, je m'entraîne 3 ou 4 heures par jour. Et je pourrais faire encore plus. Mais bon, actuellement, je suis occupé, je bosse, j'ai des choses à faire. C'est difficile de dégager autant de temps. Mais ce que je supporte pas, c'est d'entendre des gens dire qu'on peut en faire trop. Parce que non, tu peux pas en faire trop. Tu peux toujours en faire plus. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu peux toujours pousser plus loin. Le surentraînement n'existe pas. Alors enlève cette pensée de faible de ta tête. Sois positif et rappelle-toi que tu peux toujours en faire plus.
Regarde les joueurs de basket pro, ce sont parmi les meilleurs athlètes du monde et pourtant ils ne font pas de régime. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils bossent comme des fous, ils brûlent tellement de calories qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Les gymnastes, pareil, ils ne font pas de régime, ils mangent même parfois chez McDo. Comment c'est possible? Parce qu'ils travaillent comme des acharnés. Maintenant, si ces mecs-là ne s'entraînaient que 45 minutes ou 1 heure par jour, eh bien là, oui, ils devraient faire un régime parce qu'ils ne dépenseraient pas assez de calories. Mais si toi, tu t'entraînes 6 heures par jour et que tu manges ce que tu veux, tu aurais quand même un super physique parce que tu brûles tout. Donc le message principal aujourd'hui, c'est simplement de rappeler aux gens que le surentraînement n'existe pas. Tu peux toujours faire plus. Et non, le régime, c'est pas 80% du physique. Ce qui compte, c'est le travail. Les entraînements à la salle, les cardio dehors, tout combiné. Je voulais remettre les pendules à l'heure. Le surentraînement n'existe pas. Si tu crois que si, alors tu as peut-être un esprit faible. Et il serait temps de changer ta mentalité. Parce qu'encore une fois, on peut toujours en faire plus. Est-ce possible de prendre 4,5 kg de muscle en un mois? C'est la question que je te pose. Et bien sûr que c'est possible. Tout est possible. Si tu crois que tu peux le faire, alors tu peux le faire. Il faut croire pour réussir. Beaucoup de gens là sont en train de se dire « c'est impossible ». Et devine quoi? Ce sont justement ces gens-là qui n'y arriveront jamais. Parce qu'ils ont déjà une mentalité négative. Ils sont battus d'avance. Mais oui, c'est possible. Et je vais t'expliquer comment prendre 4,5 kg de muscle en un mois. Moi, perso, je peux le faire en 2 ou 3 semaines, mais j'ai déjà été plus massif. Donc pour moi, reprendre du muscle, c'est plus facile. Mais pour construire du muscle neuf, oui, c'est plus dur. Ça prend du temps, des années, pour du muscle solide et réel, pas de la rétention d'eau, du vrai muscle. Mais c'est possible, et je vais t'expliquer comment. En moyenne, des pratiquants qui veulent devenir bodybuilder, ils mangent 5 à 6 repas par jour et s'entraînent entre 45 et 1h30 par jour. Mais est-ce que c'est suffisant? Pose-toi la question. Moi, je dis non, c'est loin d'être suffisant. Tu récoltes ce que tu sèmes. Plus tu donnes, plus tu reçois. Alors imagine, tu t'entraînes 3 heures par jour pendant 1 an et tu manges 12 repas par jour. Tu penses que tu auras les mêmes résultats qu'un gars qui s'entraîne 1 heure par jour et mange 5 repas par jour? Évidemment que non. Plus tu bouffes, plus tu t'entraînes, c'est ce qui donne des résultats. Tu peux toujours faire plus. Alors enlève cette mentalité négative de ta tête. Ne te dis pas « je fais déjà tout ce que je peux » parce que c'est faux.
À partir d'aujourd'hui, ou demain ou plus tard, augmente tes repas. Tu manges 5 fois par jour, passe à 6. Tu t'entraînes 1h30, passe à 1h45. Fais ça pendant 3 ou 4 jours, puis passe à 7 repas par jour et 2 heures d'entraînement. Et oui, ton corps peut le supporter. Oui, il peut récupérer. Plus de nourriture et plus d'entraînement, c'est mieux. Toujours plus. Toujours. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Plus tu t'investis, plus tu récoltes. Je ne sais pas combien de fois je devrais le dire, mais beaucoup ne comprennent toujours pas. Ils disent, si tu t'entraînes trop, tu manges trop, tu vas grossir. Faux. Il suffit de travailler suffisamment dur à la salle pour brûler ses calories et construire du muscle. Et plus tu as de muscles, plus tu brûles de calories, donc mets le paquet. T'as pas les résultats que tu veux, fais plus, essaye plus fort. Dans 3 ou 4 semaines, tu seras peut-être à 10 repas par jour et 3 heures d'entraînement. Et là, tu commenceras à avoir de vrais résultats. Moi, je m'entraîne 3 heures par jour. Certaines personnes ne me croient pas. D'autres disent que je m'entraîne trop. Ce sont les faibles d'esprit. Mais ceux qui me soutiennent, ce sont les gens positifs, ceux qui vont réussir, parce qu'ils ont l'état d'esprit qu'il faut. J'aimerais qu'on arrive à ça, que tout le monde pense positivement et comprenne qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux atteindre dans la vie. Tu peux tout accomplir. Il suffit de continuer à pousser, à bosser. Tu peux atteindre tous les objectifs dont tu rêves. Alors encore une fois, c'est facile, 4,5 kg en un mois, aucune difficulté, juste plus de bouffe, plus d'entraînement. Et ajoute même un peu de cardio si tu veux. Je sais, la vie est dure, le boulot, les enfants, les responsabilités, mais c'est possible. Rends ça possible, fais que ça arrive. On se fait 4,5 kg de muscle ce mois-ci. Moi je suis chaud, je peux le faire. Et toi, tu peux le faire? Allez, on le fait. La fréquence d'entraînement. Les gens me demandent toujours à quelle fréquence ils doivent s'entraîner, combien de temps doivent durer leurs séances. Et cette question est difficile à répondre parce que je ne sais pas grand-chose sur vous. Donc pour répondre correctement, j'ai besoin d'un peu plus d'informations sur vous. Mais ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, il y a une énorme différence entre un débutant et un pratiquant avancé. Ça change tout en termes de fréquence et de volume d'entraînement. Les jeunes qui regardent mes vidéos et m'entendent dire « Ouais, je m'entraîne 3 heures par jour », eh bien évidemment, ils ne peuvent pas aller à la salle et commencer à s'entraîner 3 heures par jour, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans une salle. Ça ne marchera pas. Ce sera beaucoup trop pour eux. Ce que vous devez faire, c'est commencer tranquillement. Par exemple, commencez par 3 fois par semaine, 30 à 45 minutes par séance. Mais dans votre tête, gardez à l'esprit qu'un jour, vous finirez par vous entraîner 3 heures par jour, 6 à 7 fois par semaine. Vous devez juste aller progressivement. Il faut aussi consommer la bonne quantité de nourriture et de calories pour pouvoir tenir un tel rythme. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Tout doit être en place. Si vous faites l'un sans l'autre, ça sera contre-productif. Par exemple, si vous vous entraînez 3 heures par jour, mais que vous ne mangez pas assez, vous ne nourrissez pas votre corps, vos muscles ne vont pas se développer. Donc c'est très important de bien gérer tous les aspects. Donc pour les débutants, ne cherchez pas à devenir Rich Piana du jour au lendemain. Dès votre première séance, ça va prendre du temps. Mon conseil, commencez par 3 ou 4 jours par semaine, 30 à 45 minutes par jour. Après quelques semaines, passez à 4, puis
puis à 5 jours par semaine. Ensuite, vous pouvez aussi commencer à allonger vos séances. Je dirais que dans 1 ou 2 ans, aucun problème. Et je dois dire que la plupart des gens échouent sur ce point. Ils ne mangent pas assez pour grandir par rapport à ce qu'ils font à l'entraînement. Les muscles grandissent quand on se repose, pas quand on s'entraîne. Beaucoup de gens croient qu'ils prennent du muscle à la salle. Mais ce n'est pas le cas. À la salle, vous obtenez une congestion. Vos muscles se remplissent de sang. Mais vous ne construisez pas de tissu musculaire à ce moment-là. La croissance musculaire se fait quand vous dormez, quand vous vous reposez, quand vous êtes loin de la salle. Et c'est à ce moment-là que vous devez le plus manger. Une autre idée reçue, les repas les plus importants de la journée sont le petit déjeuner et le repas juste avant d'aller se coucher. Beaucoup diront, il ne faut jamais manger juste avant d'aller dormir. Mais si vous cherchez à construire du muscle, c'est le moment le plus important pour manger. Parce que c'est pendant votre sommeil que votre corps construit du muscle. Donc si vous devez manger juste avant d'aller au lit, voilà quelques conseils pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et pour ce qu'il y a de la fréquence d'entraînement, vous devez découvrir ce qui fonctionne pour vous. Mais comme je l'ai dit, le but final, c'est de s'entraîner tous les jours. Il faut en faire une habitude comme se brosser les dents. Chaque matin, vous vous brossez les dents, donc vous ne vous les brossez pas 2 ou 3 fois par semaine, vous les brossez tous les matins. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire, parce que c'est ce qu'il faut pour avoir une bouche propre et des dents blanches. Donc voilà, objectif, 7 jours par semaine, 3 heures par jour. On y va à fond.